suis parti de tête, ça fait 15 ans. J'ai l'impression que je suis militaire une fois par an quand je viens vous voir. Ça me fait super plaisir. Je suis qu'avec des gens qui sont pas du tout militaires, qui comprennent pas du tout ce que je leur raconte, mais quoi qu'il en soit, on garde toujours au fond de nous ce petit truc, cette manière de voir les choses, cette manière de réagir. On est très factuel, on est capable de synthétiser. Et fort de cette capacité à synthétiser, j'ai proposé à Jean-Michel il y a 3 ans de créer un petit exercice qui s'appelle le Job Elevator Pitch. Donc moi, pour ma part, j'ai monté plusieurs sociétés. Depuis 15 ans que je suis parti. Là, je viens de revendre la dernière. Je me suis spécialisé dans le numérique. Et j'ai dû lever des fonds. J'ai dû faire des pitchs. Donc on m'a appris l'elevator pitch, raconter une histoire en 2 minutes, en prenant un ascenseur. C'est l'histoire de l'ascenseur, hein. C'est Richard Branson. Tu as 2 minutes pour me convaincre. On va monter au 50e étage. Au 50e étage, je dois avoir compris et je dois pouvoir te donner $1 million. Ah, ok. Bon, ce serait sympa de pouvoir prendre un ascenseur tous les jours avec quelqu'un comme ça. C'est pas tout le temps le cas. Puis j'ai dit, pourquoi on ferait pas ça, mais pour l'emploi. Parce que je me suis rendu compte que moi aussi, j'ai fait mon parcours de reconversion. C'est qu'on a beau avoir toutes les qualités du monde, quand vous envoyez un CV par mail, vous avez très peu de chances pour que ça débouche. En revanche, quand vous réussissez à décrocher un entretien, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous n'a pas la moindre idée de ce que vous avez fait, de ce que représente le métier militaire. Et là, d'un coup, les soft skills, ça prend toute son importance, toute sa nuance et tout son intérêt. Donc, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice qu'on a fait, on répète pour la 3e fois, ou la 4e fois. L'idée, c'est de faire venir des anciens militaires qui sont dans leur parcours de reconversion et qui sont là en 2 minutes pour convaincre les recruteurs. Donc, je sais qu'il y a quelques recruteurs dans la salle. Donc on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, on a eu juste un entraînement par visio et encore pas pour tout le monde. J'aurais dit une seule chose. En fait, qu'est-ce que vous devriez dire à un recruteur pour qu'il ait envie de vous embaucher? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez, quelle est la valeur finalement que vous allez mettre en avant? Moi aujourd'hui je recrute, et donc quand je recrute, ce que je regarde c'est efficacité et rentabilité. Vu la valeur du travail en France, aujourd'hui, si je paye quelqu'un 4 000 €, ça me coûte 8 000 €, il faut qu'il me ramène minimum 8 000 € par mois. Sauf que nous, dans l'armée de terre, on ne parle pas, enfin dans l'armée, on ne nous parle pas d'argent. L'argent c'est tabou. La dernière chose qu'on sait faire, c'est vendre. Alors se vendre soi-même, je vous raconte même pas. Ça nous arrive peut-être 1 ou 2 fois dans une carrière, en fin de préparation d'un concours, où là le général va dire alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous me dites si je dois vous prendre? C'est le seul moment, donc c'est très très rare. Donc apprendre à se vendre, c'est très compliqué. Donc je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'indulgence les candidats qui vont venir, de les écouter avec beaucoup d'attention, parce que monter sur scène, parler 2 minutes, c'est pas un exercice facile. Mais on sait que c'est 2 minutes à chaque fois. C'est 2 minutes, d'accord, ok, je modifie le timer. Facile, il y aura un chrono là, ici, avec nous. Mais ça vaut le coup, parce qu'on s'est rendu compte que, on avait un taux de recrutement qui était particulièrement élevé, parce qu'une personne sur 2 qui parle sur scène, bizarrement, elle trouve un emploi. Donc je dis à Jean-Michel qu'on va en monter un business, on va devenir multimillionnaire, mais il ne veut pas venir avec moi, tant pis. Donc je continuerai à venir 1 fois par an. Alors on va faire venir le premier candidat. Le premier candidat, c'est Alexandre. Alors, c'est à moi, je mets le chrono. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Alexandre. Je suis un ancien gendarme, j'ai effectué 26 ans. Mais pas un gendarme comme le pendant vous pensez, j'étais plus destiné dans l'intervention et dans la formation, donc qui dit ça dit carrière atypique. J'ai quitté l'institution il y a 8 ans maintenant et je me suis reconverti dans la sécurité privée, où j'ai appris beaucoup de choses. J'étais déçu parfois parce que la gestion humaine ou le profit. Et là, ce que je recherche actuellement, c'est de remettre le pied à l'étrier, reprendre confiance en moi, réapprendre le métier, reprendre du plaisir et surtout quitter l'île de France. J'ai une mobilité nationale et internationale. Je n'ai pas d'attache particulière, mais j'ai envie de partir de l'île de France et puis de reprendre plaisir à travailler. Voilà.
Alors en tout cas, je peux dire que tu as gagné quelque chose, c'est le record du temps. Je ne suis pas stressé, mais j'en profite. En tant qu'ancien militaire, on a du mal à parler de soi-même. Et j'ai une grosse problématique là-dessus. Eh ben, merci en tout cas. Merci à vous. On va faire venir le Simon et Julien Harvey. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, il y a un QR code. Vous scannez, c'est le profil LinkedIn, vous avez déjà un contact avec le candidat. C'est parti. Donc, quelle société n'a pas rêvé d'avoir un programme de formation taillé sur mesure à ses besoins et mis à jour en permanence? Donc, je suis Julien Harvey, je suis toujours actif, autre exemple. Je suis officier et j'envisage de partir donc, de l'institution et de m'orienter dans le secteur de la formation. Donc, me concernant, j'ai un master de management, je suis actuellement en train de suivre un master de formation en sécurité, ISSD, ainsi qu'un diplôme universitaire de santé mentale. Vous l'avez compris, en fait, je cherche à être relativement transverse dans le domaine de la formation, puisque je participe à un projet de recherche sur les états de conscience au combat dans l'armée. Et donc, mon but est de partir sur une capacité de créer une formation dans une partie stress, capacité d'agir, leadership, santé mentale et management. Et donc, mon but, ça serait de créer quelque chose de très taillé sur mesure et transverse en même temps. Donc, ce que je recherche, ce que je veux, en fait, ça serait du back-to-back dans le domaine de la sécurité qui est dans mon domaine d'expérience et de diplôme, mais aussi du management et éventuellement de la formation, puisque mon but est de m'orienter sur un doctorat, une thèse en psychologie, puisque si j'arrive à faire la recherche, j'aurai matière à produire. Et donc, c'est ce que je vise. Et donc, si vous cherchez quelqu'un dans le domaine de la sécurité, ça c'est sur très court préavis, formation court préavis aussi. Mon idée, en fait, ça serait de créer un partenariat durable avec une société, avec une entreprise, une grosse structure à l'étranger. Vous l'avez compris aussi, ça m'intéresse beaucoup, puisque bon, je peux travailler facilement à l'étranger, je suis bilingue. Pour créer quelque chose à long terme qui serait dans un profit mutuel. Bravo, c'est Là, tu vois pas de problème de son, là. C'est en face non, à face. là, ça va passer très bien. Alors, ça va passer. Mais t'es excellent, Arnaud. Tu nous l'as montré à Angers. C'est excellent. Bonjour à tous, Arnaud Lefebvre, je suis ingénieur spécialisé en management des risques technologiques. Je sers depuis 20 ans dans la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique de l'armée de terre. Et pour développer un peu mes compétences, j'ai choisi un exemple. Vous vous souvenez tous du 17 mars 2020, parce que le président de la République confine tout le monde du fait de la pandémie de Covid. Et moi, à ce moment-là, je suis chef opération du seul régiment de défense biologique de l'armée de terre. Je sors tout juste d'un master en gestion des risques NRBC, donc je semble être la bonne personne pour gérer ça. Il y a 1000 personnes dans le régiment, 900 d'actifs, une centaine de réserves et des missions un peu partout, des craintes aussi, parce qu'il n'y a pas de droit de retrait, comme ça a été dit tout à l'heure, mais il y a quand même de l'inquiétude à gérer. Il y a aussi des conjointes de militaires qui ont aussi des métiers qui étaient vitaux à ce moment-là, notamment dans le domaine de la santé. Et il y a un flou que je qualifierais d'artistique sur les directives nationales, donc il faut donner des ordres clairs. Donc je pense que management, leadership à ce moment-là ont été particulièrement développés. Ensuite, connaissances techniques, parce que désinfecter un palais de la République ou le porte-avions Charles de Gaulle qui venait d'être le théâtre d'épidémie de Covid, c'est écrit nulle part, donc il faut s'adapter, on prend ce qui existe, on l'adapte. On prend ses connaissances, on prend son expérience, puisque j'avais travaillé en Guinée dans un centre de traitement des soignants infectés par le virus Ebola. Et on les adapte à la réalité à laquelle on est confronté. Ensuite, il faut décider, parce que tout le monde, à cette époque-là,
a une bonne raison d'être prioritaire pour être désinfecté en premier. Qui le palais de justice, qui le palais de la République, qui les infrastructures militaires. Et il faut aussi, comme je le disais tout à l'heure, donner des ordres clairs aux subordonnés. Ensuite, il faut être un peu le chef d'orchestre de tout ça, parce que à ce moment-là, il y a des soucis de logistique. Vous vous souvenez tous que c'était difficile d'avoir des masques, mais c'était au moins aussi difficile d'avoir des produits de désinfection. C'était au moins aussi difficile d'avoir des pulvérisateurs, du gel hydroalcoolique, tout ce que vous voulez. Sauf que si j'ai pas tout ça, je remplis pas ma mission. Il faut aussi de la logistique pour acheminer tout ça. Donc, j'étais le chef d'orchestre. Aujourd'hui, si vous avez un projet ou une activité industrielle à risque, principalement dans le domaine du nucléaire, de la chimie, un site Céveso, etc., je pense que je suis la bonne personne pour prévenir tout incident, le gérer s'il arrive, et ensuite vous aider à reprendre votre activité dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Un petit peu dépassé, mais c'était très bien. Très très bien. Merci. L'ascenseur qui est resté coincé. Val-de-Loire. David Fleury. Alors lui, c'est au débeauté, hein, il ne savait pas il y a 2 jours. Sans entraînement, mais il est excellent, vous allez voir. Futur DRI de Pau. J'allais le dire, vous coupez l'herbe sous le pied. Du coup, effectivement, donc je viens juste de quitter les armées. Et donc je suis totalement disponible pour évoquer avec vous vos problèmes de sécurité et de sûreté. C'est donc le domaine dans lequel je vais me diriger. J'ai passé 27 ans à l'armée, que des unités opérationnelles. J'ai servi dans les unités du renseignement et dans les forces spéciales. J'ai commencé simple soldat tout en bas de l'échelle pour arriver aujourd'hui jusqu'à cadre supérieur. Ce que j'aime bien mettre en avant dans cet exemple, c'est que j'ai toujours cherché à évoluer et à progresser pendant tout au long de cette carrière. Donc j'ai développé particulièrement 3 compétences pendant ces 27 années. Le premier c'est capacité à analyser des situations complexes et à anticiper. La deuxième compétence, c'est la gestion des risques. Et la troisième compétence, c'est le management de la cybersécurité, le monde dans lequel j'ai évolué pendant 10 ans et une des compétences que je vends en sortant. Donc aujourd'hui, j'ai entamé une reconversion. Donc je suis actuellement en train de passer un executive MBA en stratégie et intelligence économique. Ça me permet d'avoir une meilleure compréhension des enjeux de l'entreprise et du monde du privé. Et puis ça me permet également de développer une expertise en competitive intelligence. Voilà, donc je prends effectivement délégué régional implication de Pau, donc c'est la région dans laquelle je suis implanté. Et j'accompagne également une start-up qui travaille dans la mesure de signaux ionisants et je l'accompagne dans son développement dans le secteur de la défense et de la sécurité. J'ai à peu près tout dit, je suis disponible pour échanger avec vous à l'issue. Je vous remercie de votre attention. Sébastien Albertini. Il y a beaucoup de gens dans les risques, hein, quand même, encore un ancien de la BSPP. Cette unité de prestige qui a sauvé notre cathédrale, quand même. Hein. Tant que ça. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Sébastien Albertini, je suis directeur sécurité, sûreté, hygiène, sécurité, environnement. De par mes qualifications militaires acquises au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi de par mes formations civiles que j'ai pu acquérir au cours de ma première reconversion, parce que j'en suis ma deuxième. Tout d'abord, comme officier donc, au sein de la BSPP, où j'étais directeur sécurité incendie pour la Bibliothèque nationale de France et les Archives nationales, puis directeur HSE pour l'ensemble des 9000 militaires de la BSPP, conseiller technique du préfet de police. À l'issue de cela, le groupe Orange m'a fait confiance pendant 7 ans, où j'ai été leur référent et expert sur l'ensemble du groupe, sur les 32 pays, sur les 165 000 collaborateurs. Orange, c'est 42 milliards de chiffre d'affaires. Donc j'en ai écrit les politiques de sécurité incendie, co-écrit les équipes, la particularité de la sûreté de malveillance, des sites stratégiques en France et sur la plaque Afrique et Europe. À l'issue de ça, au bout de 7 ans, fait pas mal de pays, de sites d'importance cruciaux pour les États, pas que pour la France. J'ai encore fait le choix d'évoluer et on est venu me débaucher pour être le directeur sécurité et sûreté de la fondation Quartier Art Contemporain pour le groupe Richemont. Donc aujourd'hui, je me repositionne sur le marché sur les fonctions de directeur sécurité ou HSE, avec une particularité de gestion de crise, puisque j'ai un Master 2 notamment
acquis au sein de l'INEGI, quand ça s'appelait encore l'INEGI, maintenant c'est HELU, pardon. Et donc je suis convaincu que la sécurité et la sûreté, c'est avant tout une affaire d'application de tout le monde et d'organisation d'entreprise. C'est notamment ce que je dispense auprès de mes étudiants auprès de Télécom Paris, ancien X Télécom, et au sein de l'école de guerre économique ou auprès de Fiducial, 3 entités où j'enseigne actuellement ces 4 domaines de compétences. Donc je cherche donc à me positionner sur la plaque parisienne avec des déplacements s'il faut à l'étranger, au sein d'une ETI ou d'une filiale de groupe. Je vous remercie de votre attention. Alors, il était applicatif, il est redevenu applicateur. Il a dit, est-ce que je peux être... Ben, il dit, tu adhères, il n'y a pas de problème. Il a adhéré, mais ça y est, l'association va se mobiliser pour lui. Ok. Là, écoutez, c'est un cas un peu particulier. Écoutez bien. Il ne cherche pas simplement un travail, il construit son propre travail. C'est avant tout un entrepreneur. Il va vous le dire et il va essayer de le faire dans un temps réduit. C'est dur pour lui. C'est son pitch à lui. Bonjour, effectivement, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle David Bernadou. Alors, je suis un blessé des armées. Et il y a 3 ans, j'ai repris mon parcours de reconversion professionnelle. Et c'est vrai que je suis un entrepreneur dans l'âme. Et je voulais joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire avoir un deuxième métier passion, puisque mon premier était un métier passion. Et aujourd'hui, je vous propose en fait de m'écouter sur mon projet de guide de pêche en mer. Donc pourquoi j'ai choisi de développer ce projet? Déjà parce que je vous en parlerai tout à l'heure à l'occasion d'une présentation des associations avec mon association Mermen. Et aujourd'hui en fait j'ai besoin, comme beaucoup de mes camarades, d'être dans un environnement sécurisé, dans un environnement propice je dirais à l'introspection et au bien-être. Donc le métier de guide de pêche aujourd'hui il est sous-évalué sur le secteur où je suis, donc à Port-Camargue. On est le plus grand port de pêche d'Europe et on a une offre qui ne couvre pas la demande. Donc je suis installé là-bas. Et je vais proposer en fait dans quelques mois des sorties de pêche à mes clients. Si je suis venu ici, en fait, c'est parce que je recherche pour déclencher cette activité le dernier point à franchir qui est le financement. Aujourd'hui, j'ai réuni 30 000 € de matériel. J'ai donc de quoi travailler dès demain. J'ai obtenu mes diplômes et tous mes diplômes qui me permettent d'exercer cette activité. Et je recherche uniquement un financement à hauteur de 30 000 € pour qu'on se fasse confiance et pour qu'on avance sur d'autres projets plus conséquents que j'aimerais pitcher l'année prochaine et qui est ni plus ni moins qu'un futur ICPA pour la pêche en mer en France. Bon, je vous remercie pour votre réponse. Je vais dire un petit mot pour David. On nous parle souvent du financement en France. Le financement, c'est très simple en France. Si vous voulez 10 €, il faut que vous ayez 10 €. Si vous voulez 100 €, il faut que vous ayez 100 €. Et ça continue comme ça. Si vous voulez 30 000 €, il veut 30 000 €, on vous demande d'avoir 30 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous montez une boîte, il faut commencer par renforcer vos fonds propres. Alors bien évidemment, je l'ai orienté vers des réseaux style Entreprendre, etc. Ce qui m'a un petit peu étonné, parce que Entreprendre lui a dit vous allez créer combien d'emplois en un an? Si je vous demande 30 000 €, je ne vais pas créer 10 emplois avec 30 000 €. Quoi. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces fonds propres-là, ça reste quand même quelque chose de très très important pour la création d'entreprises en France. Ça veut dire que, avant tout, quand on démarre, bien évidemment, il faut du capital, il y a une partie du capital, il y a 30 000 € en matériel, maintenant il lui faut 30 000 € en fonds propres. Voilà, c'est demandé. Ben moi j'en ai terminé, je crois que c'est fini, hein. Ça va être la pause là normalement, c'est ça? Voilà. Donc n'hésitez pas, pendant la pause, allez voir les gens qui ont pitché, discuter avec eux, échanger, et vous allez voir que ça vaut tous les CV du monde. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo.